Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Derrière l'image. Radio Centre-Ville, Guy Ménard à l'animation, Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. Bonjour, Monsieur Guy Ménard. Ça va bien? I would think so. Yeah. Nous avons une très, très, très belle émission aujourd'hui à vous proposer. C'est riche. Très riche en 3 segments. Nous allons terminer avec Jacinthe Brisebois afin de parler du FIFA qui va prendre l'affiche bientôt, à partir du 19 mars. Par la suite, Catherine Hébert vient de nous parler de Ziva Postek, la monteuse derrière le film Shoah. Aussi, un très, très beau film. Oui. Et nous commençons avec Philippe Lesage. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Afin de parler de Genèse, film que nous avons énormément apprécié. Mais qui est coupé à 13 ans, Guy. Ouais, non, mais moi, je viens de l'apprendre, là. En tout cas, je sais pas si on va au cœur du sujet avec cet item-là, là. Je veux pas trop... mais c'est sûr que ton film parle de la découverte de la sexualité, entre autres, là. Mais c'est ridicule, là. Ben, 13 ans, je veux dire... Ouais. Non, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Ben, il y en a un peu, mais elle est tellement... Suggéré. C'est un peu comme dans Les Démons aussi, il l'avait mis à 13 ans, puis c'était un peu la violence, elle se passait à Archamp beaucoup, on la voyait pas. C'est ça. Elle n'est pas frontale non plus dans Genèse. Jamais. Puis, je pense qu'effectivement, quelqu'un de 11-12 ans pourrait apprécier le film. Ouais. Peut-être pas en bas de ça, là, mais... Non, mais je pense que déjà à 11-12 ans, parce qu'effectivement, ça se passe dans 3 espaces, on pourrait mentionner. Ouais. Donc oui, un secondaire 5, où il y a effectivement, Guillaume découvre sa sexualité, secondaire 4, secondaire 5, cégep. Parce que la dernière partie, en fait, elle est vraiment... C'est vraiment des jeunes de... La dernière partie, ils sont en colonie de vacances, c'est 12 ans, là. C'est quoi à peu près, ça? 12, 13, 14. Ouais, moi, j'avais 14 ans, je pense, quand j'ai vécu l'histoire de la fin du film, qui est une histoire que j'ai vécue vraiment telle qu'elle, là, alors que dans les autres histoires, il y a beaucoup d'éléments aussi il y a beaucoup d'éléments inspirés de ma vie. On peut pas dire que le collège représenté est si archaïque que ça, parce que c'est exactement cette ambiance-là que moi j'ai vécue, puis je parle de la fin des années 90. Là. Ouais. Mais quand même, c'est spécial, parce que la majorité des polyvalentes aujourd'hui, c'est extrêmement mixte et tout ça. Alors là, qu'on retrouve une gang de gars ensemble, mais en même temps, c'est sûr que c'est bon pour... Je trouve que c'est bon, comme au départ, de créer ce milieu-là, justement, avec sa spécificité. Ben, le cinéma sert aussi à nous amener ailleurs. C'est ça. Je pense que même si le collège privé comme tel de garçons n'existe plus... en tout cas, il existe encore, mais il existe de moins en moins parce qu'il essaie de faire rentrer les filles, mais comme il y a des écoles où ils séparent les filles, ils ont fait rentrer les filles, mais ils mettent pas dans les mêmes classes. Ça, je sais qu'ils font ça à Brébeuf, entre autres. Donc, ça reste un peu la même idée. Moi, c'est ça, comme cinéaste, je trouve ça intéressant de vous amener dans un autre univers aussi, puis de vous dépayser un peu. Puis je pense que cette école-là aussi, elle me permet aussi de jouer un peu sur son intemporalité, dans le sens où c'est à peu près la même dynamique, je pense, qu'il y avait dans ces classes-là. Au moment où moi, je les ai vécues que dans les années 50. Ça devait beaucoup se ressembler, sauf que, bon, peut-être que les prêtres ont été remplacés par des laïcs. Ah oui, c'est vrai, tes enseignants dans le film sont tous l'enseignante d'anglais. Ouais. Là, Mais moi, j'ai eu les derniers des jésuites qui m'ont enseigné dans un collège. Là. Des bons profs. Mais excellent. Non, mais vraiment non. prof. Puis c'est drôle parce que parfois on a des préjugés, puis les cas plus particuliers, là, ça venait des laïcs, c'était pas du tout les jésuites qui étaient... Des histoires, ceux portés sur la des histoires enterrées ou des profs qui ont perdu leur job, puis tout le monde savait pourquoi, là. Ça venait plus des laïcs dans mon cas. Moi, j'ai connu un cas. Bon, Guy, reviens au film, Guy. Revenons à Guillaume, parce que un des personnages... Guillaume, c'est le personnage, Théodore Pellerin. Exactement. Dès le début, il lit la tape-cœur. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est une clé. C'est une clé du film. Tu as étudié un peu en littérature, c'est clair. C'est un des classiques de la littérature américaine. Et j'ai l'impression que cette référence
au livre, nous introduit, même si on ne l'a pas lu, nous introduit malgré tout à tout cet univers, où dans l'attrape-cœur, effectivement, bon, il y avait un questionnement sur la sexualité, il y avait ce professeur de philo qui revenait, puis qui introduisait certains éléments. Donc, je trouve que cette piste... Le fameux passage aussi, là, d'ado-adulte, là, c'était comme... Oui, effectivement, c'était... C'est un livre qui t'a marqué? Parce qu'il faut que tu l'aies lu. ça m'a marqué, même que dans le... Mais comme un peu comme dans le film, je pense que j'ai préféré Franny and Zoe, que j'ai découvert plus tard. Lui aussi, je l'ai. J'ai Franny and Zoe, je l'ai aussi. Mais ça m'avait beaucoup marqué, mais en même temps, j'ai pas découvert ça à l'âge du personnage. J'ai découvert ça un petit peu plus tard, parce que j'ai étudié en littérature, puis... je suis allé étudier à McGill et puis j'ai comme été comme vraiment plongé dans la littérature américaine à ce moment-là, puis ça me... Je sais pas, il y avait une espèce de résonance et d'intériorité. Je rentrais dans un livre, là, je me mettais dans la peau des personnages, puis je passais des semaines dans cette espèce de subjectivité nouvelle, infusée par les personnages. Puis j'ai commencé à découvrir Salinger. Les nouvelles de Carver aussi m'ont beaucoup influencé. Qui sont très cinématographiques aussi. Très, très, c'est du minimalisme. Et aussi, j'ai peut-être aussi mon goût pour... peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Peut-être aussi mon goût de jouer avec la structure narrative des choses. Peut-être que ça vient de mon amour aussi pour William Faulkner qui change de narrateur, qui joue avec la structure, puis on accepte en littérature ça plus facilement qu'en cinéma en général. Puis je m'étonne souvent que des gens soient encore presque choqués par la fin de mon film, en fait, alors que dans le fond... je comprends pas pourquoi. Juste pour suivre les spectateurs, c'est que... C'est sûr que c'est risqué. Bon, vas-y, Guy. En fait, c'est qu'on suit deux personnages. Sans vouloir tout révéler. Sans tout révéler, là, en fait, Guillaume et sa demi-sœur, et comme sont dans des milieux différents. Et après, 1h40, il y a une rupture. Une heure et... Ouais. Je pense que c'est vraiment 1h40. 1h40, Je pense que c'est bien. Je pense qu'il y a 20 minutes après. Et rupture... un peu frontal. 25 minutes, Et là, on nous l'amène, je veux dire, dans un camp de vacances. Avec la même chanson, c'est pas avec la même chanson. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Pour moi, c'est comme une variation sur un même thème, une coda musicale, un épilogue où je ramène un peu le spectateur à un amour, toujours les premiers amours, mais à un amour où... Le début des débuts, quoi. La genèse de la genèse. Oui, c'est plus début du début. Et en fait, en voyant le film, j'ai eu l'impression, en fait, que c'était une façon de donner un sens au titre. Parce que oui, je veux dire, on voit, ces effervescences amoureuses, on voit les difficultés, je veux dire, d'apprendre, je veux dire, à contrôler un peu sa sexualité, le rapport qu'il a avec les autres. Et là, tout d'un coup, il y a cette rupture, puis finalement, on voit l'ébauche, des premiers amours, les premiers regards, la difficulté, la fragilité de ces premiers amours. Et là, je me disais, ah oui, c'est ça la genèse. Finalement, c'est peut-être finalement ce qui nous a marqué très, très, très tôt, puis qu'on essaie par la suite de rechercher, de reproduire, et que tout se transforme, tout est en mouvement. En même temps, pour moi, c'est... je pense que j'aurais même sans cette fin, j'aurais regardé le titre quand même, parce que pour moi, même dans ce que les deux personnages, Guillaume et Charlotte, vivent dans la première heure 40 du film, pour moi aussi, ça c'est un peu comme la pierre angulaire aussi d'une vie affective et amoureuse qui va se construire sur leurs premières expériences. Donc, j'ai un peu l'idée aussi que, effectivement, que... C'est vraiment en écho, en fait. Hein? C'est comme en écho, la seconde partie, par rapport à la première. Oui, puis même, parce que ça pourrait être, à la limite, ça pourrait être une expérience que même Guillaume aurait pu vivre à cet âge-là, ou ça pourrait être... on peut l'interpréter comme on veut, puis en fait, je pense que les gens aussi qui adhèrent au film dans sa totalité, là. Puis je pense que la raison peut-être de la reconnaissance du film aussi, je sais pas, par exemple, sur la scène à l'étranger, tout ça, c'est la fin est la raison pour laquelle le film, je pense, est adoré et aussi la raison pour laquelle parfois il y a des gens aussi qui sont plus distants par rapport au film. C'est
Mais c'est comme ça pour tout, hein, je veux dire. Mais oui, mais... On laisse les gens pour les mêmes raisons que pour lesquelles on est tombé en amour. Hein. C'est souvent ça. Puis moi, c'est une comparaison, mais je trouve qu'effectivement, ce film-là, pour moi, c'était inhérent à sa structure et je trouve que je ferais exactement la même chose en ce moment, puis je sais aussi que heureusement qu'il y a des gens qui adhèrent à cette proposition-là, en tout cas de la fin. Mais en même temps, ça me dérange pas si une personne va dire j'ai aimé la première heure 40, ben tant mieux, c'est comme... Ça me dérange pas que tu sois moins intéressé à la dernière partie. En fait, tant que tu as eu une première partie du film qui est quand même la pièce centrale du film, tant mieux, pars chez toi avec ça. Puis non, mais je pense qu'on aime les deux. Moi, j'ai adoré les deux. Je parle pas de vous, mais... Ouais. Non, j'ai adoré les deux, sauf que la question que j'ai eue, c'est de dire, oui, mais une fois, c'est comme, tu m'as lancé un point d'interrogation, tu sais. Tu m'as mis en pleine face un point d'interrogation. J'ai aimé vraiment les deux parties, peut-être pas pour te faire les mains. Puis là, je dis, oui, mais pourquoi? Là, c'est le mot qui m'est venu, pourquoi? Et là, donc, mais moi, je l'ai vu, comme je te dis, un peu comme en écho. Là. Ce qu'on vient de dire, c'est un peu finalement ce que... Mais sur le coup, là, c'est comme, tu sais, tu fais une peinture qui est bien des belles couleurs, tout à coup, tu mets une tache noire. C'est quoi le lien, tu sais? Mais c'est bon, parce que moi, spectateur, faut que tu me provoques les neurones un peu. Hein? Ouais. Mais je trouvais que la référence à la littérature était très pertinente parce que au cinéma, on a de la difficulté à accepter certaines ruptures narratives. On a de la difficulté à accepter l'arrivée d'un certain narrateur, ce qu'il y avait aussi sa façon dans les démons. Absolument. Alors que là, on est un peu sclérosé. On est un peu sclérosé par rapport à ce qu'on peut appeler la genre de dictature du sujet dans certains cas, là, et qui nous fait en sorte que, je veux dire, le spectateur qui est confronté à un objet qui sort un petit peu de ces créneaux-là, parfois comme une réaction un peu viscérale de dire « je comprends pas, j'aime pas hein? ». Au lieu de se poser la question, est-ce que finalement cette digression pour lui peut l'amener à réfléchir, à se questionner par rapport à ce qu'il voit, par rapport finalement à la nature de ces gens-là ou à leur façon de construire leur propre univers. Je pense qu'on est encore à ce niveau-là, un peu dans le cinéma presque pré-narratif, certains spectateurs, on a de la difficulté à aller au-delà de ce qu'on connaît, contrairement à la littérature. Oui, puis je le fais aussi en réaction contre quelque chose, dans le sens où c'est pas nécessairement juste... je pense que je suis très, très, très loin de la coquetterie, là. C'est pas du tout ça, là, mais... puis je veux pas être contre pour être contre non plus. Parce que là, ça m'est venu vraiment intuitivement dans l'écriture, cette idée-là, puis c'était pas... Je le fais parce que je suis en réaction contre quelque chose. Mais... Quand je pense à ça, moi, je m'ennuie de plus en plus parfois au cinéma, puis je trouve que maintenant aussi l'avalanche, en tout cas la tyrannie de la télésérie aussi transforme un peu le spectateur. Et il faut le dire, là, je veux dire, la télésérie ne challenge absolument rien. Là. On est bercé constamment dans une espèce de produit de consommation, puis ça joue sur nos ressorts les plus... de consuméristes les plus bas, là, on veut voir qu'est-ce qui va se passer, puis on est comme prisonnier d'un truc complètement manipulé, puis on réfléchit plus, puis on est des lavettes intellectuelles, puis après ça, on a perdu 15 heures de sa vie. Là. Alors, moi, je me souviens d'avoir été dans ma vie tellement stimulé par des films qui demandaient quand même un petit effort, mais pas un gros effort, mais un petit effort au moins de concentration, puis d'embarquer dans le truc, mais d'en sortir grandi, d'en sortir inspiré, que ça me fait réfléchir à moi, à ma vie, sentir aussi que c'est un cinéma qui me donne un peu une liberté aussi de faire mon propre film, de compléter le film avec ma propre créativité. Puis ça, je trouve que c'est de moins en moins... Il y a une paresse chez les spectateurs qui est encouragée par tout ce qui est autour de nous. Tantôt, on parlait de référence. Moi, à un moment donné, je ne sais pas si j'en vois trop, là, le vieux cinéphile, mais le combat à tête d'oreiller avec les plumes. Je dis, voyons donc, c'est Jean Vigo, ça. C'est le film de Jean Vigo. Et là, j'ai dit, oui, ça pourrait être une belle référence. Jean Vigo, le cinéaste, poète, libre, indépendant, qui fait tout ce qu'il veut. Non, pas du tout, j'en ai trop vu. Non, il y a des citations dans mes films. Okay. Ça, j'aime beaucoup. Là, il y en avait beaucoup dans Les Démons aussi. Il y en a plein qui sont passés inaperçus que personne n'a trouvé. Ah, ça se peut. Ouais, c'est ça qui est drôle. Bon, écoute. Mais Jean Vigo, effectivement, absolument. Il y a des clins d'œil à Kubrick, même Full Metal Jacket. Oui, hein.
Des garçons qui tournent autour avec la chanson de Trashman, qui n'est pas exactement la même que dans le film de Kubrick. Ah, mon Dieu, ça, là, tu m'as fait plaisir avec cette chanson-là. Merci. Quand ça a joué, ça, là. Et Truffaut. Tu parlais de toutes des belles musiques, des petits côtés Jean-Marc Vallée de Philippe. Hein? Moi, j'ai aimé ça en mots, t'as dit, puis surtout cette tune-là de la course, c'est de Ouais, non, mais c'est bien. C'était... Mais là, effectivement... Mais il y a aussi l'idée aussi de mettre de la musique de différentes époques. Aussi oui, de différentes époques, mais... Parce que fondamentalement, je pense que moi aussi, ce que je veux dire en jouant avec les époques, puis en ayant aussi un film qui se passe dans une époque un peu diffuse, un peu... on ne sait pas trop exactement si on est maintenant... Avec la musique, tu as raison, Mais pour moi, c'est dire que les premiers amours sont vécus encore de la même façon au niveau, en tout cas... Peut-être que les moyens de communication ont changé, mais émotivement, ce qu'on vit, c'est la même chose qu'un jeune aujourd'hui de 18 ans, que lorsque mes parents vivaient ces premiers émois-là dans un sous-sol à Trois-Rivières en 1965. Là. Oui. Mais je trouve que la musique, elle est harmonique. C'est-à-dire qu'elle est toujours là pour nous accompagner. Hein? Parce que oui, il y a une certaine fragilité dans ces jeunes. Il y a une épaisseur presque dramatique. Et la musique vient faire toujours les liens. Alors, souvent, elle arrivait à la fin d'une scène, elle embarquait sur une autre scène. Et je trouvais que ça donnait une certaine harmonie, une continuité au film qu'on trouvait peut-être moins... dans les démons, c'était pas dans la même structure. Alors que là, la musique adoucit, je dirais, la tragédie presque vécue par ces gens-là. Ben, ça donne aussi, je l'utilise aussi pour, je sais pas si c'est des pauses, mais en tout cas pour des moments un peu d'arrêt, de contemplatif ou c'est, j'essaie de recréer exactement l'effet qu'on a quand on écoute une chanson en y mettant ou en se remémorant ses souvenirs mais là le souvenir est le film. Mais c'est aussi parce que la musique je voulais faire un peu une fresque musicale avec ce film-là aussi parce que c'est un âge, en tout cas, quand on est adolescent, où on commence à construire, on découvre la musique, on découvre le plaisir d'écouter la musique et on construit toute la propre trame sonore de sa vie. Absolument. Puis on la partage. Ça a été à un moment donné, ça a été sur des cassettes, ça a été sur des CD, ça a été... Maintenant, c'est la playlist. Mais ça a une importance tellement importante, puis ça... Une importance importante. Ça a toute une importance, et c'est... Et on construit beaucoup de choses là-dessus. En tout cas, on construit beaucoup son intériorité aussi. On apprend aussi peut-être le plaisir un peu sadique de mettre un peu de sel sur sa plaie là, quand on a des petits chagrins, justement. Le plaisir un peu masochiste, en fait. Puis, mais un peu de ça aussi dans l'adolescence. On a comme... Bien sûr. On va au bout des choses. Ah, l'adolescence... on le fait délibérément, là, mettre un peu de sel sur sa plaie, là. Et c'est ce qui rend, pour moi, ces personnages-là attachants, c'est que c'est des gens qui vont au bout de leur passion. Ils sont des vrais ados, parce qu'on pourrait être moi je dis on peut être des ados adultes, hein, c'est-à-dire réfléchir comme des adultes, alors que là autant Guillaume autant Guillaume que sa demi-sœur, je veux dire, vivent intensément, je veux dire, leur relation, et peu importe finalement s'ils vont être confrontés à un mur, ils ont besoin de ça pour pouvoir vivre. Oui, mais c'est pour ça que je les admire. Moi je suis un peu j'aime bien les héros Dostoïevski un peu, là. Je partage aussi un peu le dédain ou le mépris que Dostoïevski a envers les personnages qui ne suivent pas leur passion. Il est toujours du côté... Guillaume est-il méprisant? Non, mais lui, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Oui. C'est ça. Lui, il va jusqu'au bout. Charlotte, même chose. Félix aussi. C'est pas des gens qui refusent d'aimer, qui ont peur d'aimer. C'est des gens qui vont être la première à vienne que pourra, en fait. Puis je pense que les adultes ont des choses à apprendre de ça. Ouais, beaucoup. Parce qu'on se casse la gueule, souvent, on s'est blessé en amour, et puis après ça, on est plus méfiant. Mais les personnages masculins qui entourent Charlotte, pour moi, je veux dire, je sais pas comment tu les as perçus, mais je les voyais vraiment comme des êtres presque méprisants. C'est un peu de la médiocrité de certaines formes de masculinité. Ouais, hein? Parce que toxique, peut-être. Parce qu'on profiteur.
Ben, je trouve juste que je suis peut-être un peu critique à l'égard des hommes dans leur relation avec les femmes. Puis il y a de l'autocritique là-dedans. J'ai pas toujours été parfait non plus, mais je trouve que parfois puis il y a quelque chose aussi d'acquis. C'est très acquis tout ça. Hein. C'est un peu peut-être la société dans laquelle on vit, mais je trouve que souvent on rabaisse un peu peut-être j'ai souvent vu dans les couples l'homme qui rabaisse un peu la femme, puis qui lui laisse pas d'espace. Alors justement, elle est dans une situation où elle veut se libérer un peu de tout ça, mais on sent que son premier copain, si elle s'intéresse pas à ses intérêts, il n'est pas intéressé à elle. Non. Puis après ça, il est dans une période où... mais je m'identifie aussi à elle, dans le sens où on a tous été dans une période aussi où on s'amourage des mauvaises personnes, puis on est dans une espèce de, justement, on est un peu perdu à chercher justement la bonne personne, puis on se posait des lapins, puis le lendemain, on a tout pardonné quand la personne nous rappelle. Moi, j'ai pensé au titre du film de Xavier Dolan, Les amours imaginaires. Hein? Les amours imaginaires. Parfois, dans le film, j'ai ressenti ça. C'est comme, tu te construis On se construit son propre... voilà, ouais, c'est ce qui est... Ouais, absolument. On a parlé beaucoup de la thématique, mais il y a tout un travail de mise en scène dans ces films-là, un travail d'éclairage, entre autres. La caméra de Canny, écoute... Avec l'utilisation du rouge. Johnny, qui revient constamment. Une volonté de marquer les espaces à travers, soit, comme j'ai le rouge, dans certains cas, c'est la blancheur, d'autres cas, le côté verdâtre. Il y a vraiment chaque pôle, un peu, sa couleur, son univers. Donc, il y a une grande attention pour ce travail, je veux dire, de... Oui, puis c'est aussi la direction artistique de Marjorie Réaume. Oui, je pense qu'il y a cette volonté-là, il y a ce souci-là. Je suis très proche aussi de mon DOP, là, dans le sens où j'opère aussi beaucoup. Je prends beaucoup la caméra, je cadre beaucoup. Puis donc, il y a cette espèce de travail-là qu'on fait ensemble qui pour moi, oui, c'est en fait, je veux dire, tout passe par le cadre. Hein, donc, c'est le regard, c'est mon regard. Puis ça, c'était déjà, les démons, c'était déjà là. Ça, je trouve que déjà... Hein? Moi, le framing, puis tout, c'était... Oui, je pense qu'il y a une continuité par rapport d'un film à l'autre par rapport à ça. Je me rappelle pas des démons. Des démons, y avait-tu des zooms dans les démons? Il y avait quelques zooms. Il y avait pas autant que... Pas autant, que dans là... J'avais l'impression de revoir presque un cinéma des années 70 où on osait, dans un certain sens, avec un zoom, et déplacer un petit peu dire, tout l'arrière-plan, puis nous amener ailleurs. C'est pas fou. C'est vraiment un peu ça l'idée. J'aime beaucoup l'utilisation du zoom dans les films, notamment du Nouvel Hollywood. Ah oui. Puis, je trouve ça... le petit côté un peu aussi... parfois même presque maladroit du zoom me plaît. Ouais. Autant c'est cadré dans certains cas où on s'arrête sur les personnages, on les suit, où il y a des mouvements, je veux dire, de travelling avant, et qui nous amènent dans presque un univers particulier, puis comme une rupture avec le zoom, qui vient toujours un petit peu en tant que spectateur, nous bousculer. Tantôt on parlait de la structure narrative qui nous bouscule, mais j'ai l'impression qu'aussi, même dans le travail de la caméra, il y a cette volonté de changer les rythmes constamment et de jouer avec ces possibilités. Oui, puis justement, le zoom va être utilisé, mettons, par exemple, pour quelqu'un, je sais pas, un personnage vit une émotion soudaine, alors là, voilà, la caméra se rapproche, donc... C'est un peu l'idée d'avoir cette espèce d'idée de caméra aussi hyper sensible à l'affût de ce que les personnages vivent. C'est une transposition visuelle d'une émotion. Comme ça. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, Philippe. Ça passe vite. Hein? Oui. Et on aurait pu en parler. Ce qu'on vous mentionne, c'est que le film a pris l'affiche depuis hier, dans beaucoup de salles. Hein? Quand même. Oui, Quartier Latin. À Montréal. Beaubien. Cinéma moderne. Cinéma du musée. Également avec le site anglais. Donc, 4 salles à Montréal. Ensuite, je pense qu'il est à l'extérieur aussi. Il est à Québec, il est à Sherbrooke, il est à Trois-Rivières. Et on le dit jamais assez. Il est à Sainte-Adèle, je pense, au Cinéma Pine, à Loretteville. Il me semble qu'on présente à Station Vue. Peut-être. Mais on le dit jamais, vous devez aller le voir dans le premier week-end. C'est extrêmement important parce que, je veux dire, c'est la vie ou mort. C'est la vie ou la mort, et c'est un film qui mérite facilement, je veux dire, quelques semaines à l'affiche. C'est un film qu'on a beaucoup apprécié. Donc, on vous invite à aller voir Genèse de Philippe Lesage. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci.